Donc nous allons assister à la suite des présentations. Je suis tout seul car ma collègue Anna Gaïda va faire sa présentation concernant les maladies des abeilles versus les changements climatiques. Mais avant de commencer, permettez-moi de présenter ma collègue. À part d'être d'animer et modérer ce congrès auquel elle a beaucoup participé pour les préparatifs. Donc, Anna Gaïda est vétérinaire. Elle est chef à la faculté de médecine vétérinaire. Elle est chef dans le département des virus d'abeilles. Elle est professeure d'université, elle est apicultrice. Cela fait 13 ans qu'elle s'occupe des insectes et des maladies concernant les insectes. Dans son travail de recherche, elle se concentre sur les virus des abeilles, mais aussi sur d'autres maladies des abeilles. Elle réalise des recherches sur les familles faibles et en disparition. Elle est membre du directoire de l'organisation Colosse qui est en charge, qui analyse les pertes des colonies des abeilles. Elle participe à de nombreux congrès et de nombreuses réunions consacrées aux abeilles. Elle est auteure de nombreux articles dans les revues spécialisées. Elle est co-rédactrice du dictionnaire des maladies des abeilles. Elle participe à la création du calendrier apicole qu'on retrouve chez tous les apiculteurs. Merci pour cette introduction. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui a été un petit peu dit déjà. Je vais vous parler des changements climatiques et de leur influence sur les maladies des abeilles. Le climat change, c'est un fait, nous le savons très bien. Étienne nous en a parlé en détail. Il n'y a plus rien à dire, ça ne fait pas de controverse. Quelles sont les conséquences sur les abeilles? Vous savez que actuellement, dans notre climat tempéré, au moment où on ne doit pas avoir de couvain à l'hiver, c'est plus le cas. Nous avons du couvain même pendant les hivers. La neige n'est plus présente, les ruches ne sont plus couvertes de neige et les résultats sont catastrophiques pour les colonies, entre autres pour le développement des varrois et les contaminations virales. Ici, vous avez des exemples où il y a beaucoup de femelles dans des cellules. Ce que je vous montre sur les photos, ce sont des échantillons que je reçois de chez les apiculteurs qui ont des familles, des colonies très touchées par le virus. Le virus le plus dangereux de toute cette gamme qui est transmis par le varroa, c'est le virus des ailes déformées. Ce virus est très bien connu puisqu'on voit très bien à l'œil nu les ailes déformées. Ici, on voit aussi des femelles de varroa. Cette photo a été prise très rapidement. J'ai pas dû chercher, ça ne m'a pas pris longtemps de trouver des individus touchés. Si on voit des colonies avec les virus sur les animaux, il est clair que cette famille ne survivra pas. De plus, nous avons le virus de la paralysie aiguë des abeilles et il a été calculé qu'ici à l'automne, nous avons 6,5 000 des acariens. Et si en plus nous avons le virus de la paralysie aiguë des abeilles, et c'est très probable, cette famille ne survivra pas. En ce qui concerne le virus des ailes déformées, là c'est 4000, la limite. S'il y a 4000 acariens, cette colonie ne survivra pas à l'hiver. Et je voudrais revenir à ce que Étienne a aussi dit. Vu le déplacement et l'apparition des canicules, le déplacement des saisons, nous avons de moins en moins de mielés.
Et la floraison est aussi déplacée dans le temps. Nous avons des périodes où toutes les plantes sont en fleurs et ensuite il n'y a plus rien. Mais si nous avons moins de plantes en fleurs, par exemple à cause de la sécheresse ou les conditions atmosphériques qui ne sont pas favorables au moment où ces plantes doivent fleurir, et sur ces sur ces fleurs qui sont moins nombreuses, nous avons beaucoup plus d'insectes, non seulement des abeilles, mais des autres pollinisateurs. Ces animaux, ces insectes seront toujours en contact et elles vont se transmettre les virus. C'est très souvent le cas. Donc, une petite visualisation. Ici, vous voyez une abeille qui est porteuse du virus, qui se déplace vers une fleur. Elle laisse les pathogènes sur la fleur. Nosema, la varose, tout ça reste à la surface. On a constaté que Varroa destructeur peut rester pendant 3 jours à la surface d'une fleur. Il y a une autre abeille qui arrive, qui prend le virus. Elle rentre chez elle dans sa ruche et les pathogènes se multiplient. Ils sont transmis à d'autres individus et cette famille devient malade. Et bien sûr, les ouvrières vont sortir, laisser encore des virus sur les plantes. Donc, c'est la boucle est bouclée. C'est un cercle vicieux. À part la varose, il y a des fortes chances que chez nous apparaisse le Tropilella. C'est aussi un acarien qui se nourrit du couvain et qui est transmis par les insectes adultes. Ce acarien est trop grand pour pouvoir vivre sur les abeilles adultes, mais ils se nourrissent et vivent à l'intérieur du couvain, puisque le couvain, il est beaucoup moins résistant, beaucoup moins protégé. Pourquoi moi j'ai dit que cet acarien peut apparaître aussi en Pologne? Il va très bien, il se développe très bien en Asie, là où le varroa est présent en permanence. Mais vous vous rappelez très bien que maintenant, le varroa, on constate sa présence chez nous aussi au mois de décembre. Donc je pense que d'ici 10 ans, si nous n'allons pas arriver à bien isoler la reine et à faire de sorte à ce qu'elle ne féconde pas, elle ne ponde pas des œufs en hiver, on aura du couvain pendant toute l'année. Et même si le varroa est... la rupture de pendaison. Il s'agit de la rupture de pendaison. Ici, vous voyez l'acarien. Ici, l'agrandissement, le zoom est très grand. Il est pas si facile de reconnaître le Tropilelaps. On peut retrouver cet animal à l'intérieur du couvain. Il ressemble un peu au varroa. Ils sont ovales. Et quand on voit des petites bêtes marron, on se dit c'est le varroa, mais c'est pas forcément le cas. Donc moi, je vous prie de faire attention, de regarder de près, parce qu'il y a des chances qu'on finisse par tomber sur le Tropilelaps. Ici, vous voyez d'autres formes. On voit bien comment ils sont faits, quelle est leur anatomie. Ce sont des animaux un peu grands, un peu gros, ce qui leur rend la vie sur les abeilles un peu plus difficile. Ici, vous avez du couvain qui est sorti de cellules, qui a été attaqué par le Tropilelaps. Il y a des espèces différentes, mais elles sont toutes dangereuses pour les abeilles mellifères. Et les symptômes de cette contamination ressemblent beaucoup à la varose. Et c'est de là que peut venir la difficulté de reconnaître la contamination par cet acarien. Ici, sur la photo, vous pouvez le voir, on peut avoir affaire à des abeilles avec des
ailes déformées. Même le couvain peut ne pas grandir, ne pas sortir de la cellule, et tout comme en cas de la varose. Donc, j'attire votre attention, regardez de près les acariens. On sait très bien qu'on est tenu de regarder, de contrôler le taux de contamination, la contamination de nos familles, de nos colonies par le varroa. Maintenant, je vais passer à la question suivante. J'ai déjà mentionné la diminution des mielés et le déplacement des saisons. Qu'est-ce que cela implique aux colonies? Je reviens un petit peu à ce que j'avais dit. La transmission des pathogènes est beaucoup plus simple, beaucoup plus fréquente. Et ici, on a la nosémose. Nosémose C et API. Ce virus peut aussi rester pendant longtemps sur la fleur et attendre une autre abeille qui va être contaminée. Non seulement cet individu, mais la maladie sera transmise à la ruche. Si les mielés manquent, on a affaire à des vols. Parfois, on n'arrive pas, on vient pas à temps avec la nourriture supplémentaire artificielle. Et les abeilles, quand elles sont à la recherche de la nourriture, elles peuvent se voler de la nourriture ou se perdre. Parfois, elles ne retrouvent pas leur ruche, mais elles vont dans une autre ruche. Et quand elles veulent y rentrer, y pénétrer, il faut qu'elles proposent quelque chose, et c'est une goutte de nectar. Et si cette goutte de nectar contient du Nosema apis, toute la colonie est contaminée assez rapidement, surtout en ce qui concerne la nosémose C, Nosema ceranae. Ici, vous voyez Nosema apis qui est responsable de nosémose de type A. Tous les apiculteurs la connaissent parce qu'elle est simple à reconnaître puisque les symptômes sont caractéristiques. Donc, ces abeilles affamées avec les abdomens déformés, on retrouve les taches de diarrhée sur le trou de vol. Et ces abeilles, elles sont trop lourdes, elles ne peuvent pas voler, elles sont trop lourdes, elles sont remplies des produits qu'elles ne peuvent pas manger. Donc on retrouve les excréments sur les rayons de miel. Parfois c'est plus visible, parfois c'est moins visible. C'est la source de concentration de Nosema apis, et ce type de cadre, ce type de rayon, on les jette, on n'essaye pas de les récupérer. Nous avons aussi la nosémose C qui est déjà présente dans toute l'Europe. Même parfois, elle est plus populaire, entre guillemets, dans certains pays. Là où le climat est plus chaud, elle est plus présente que nosémose A. Mais on dit que la nosémose C va se propager plus rapidement et va gagner la nosémose A. Et ici, on ne voit pas de symptômes, on parle de la nosémose sèche. Elle préfère les zones chaudes. Et dans ces zones chaudes, c'est un réel danger. En Espagne, le problème était énorme. Les pertes des colonies dues à la présence de nosémose C étaient très importantes. Pour empirer la situation, toujours mes exposés, mes présentations parlent des choses horribles, puisqu'on a de moins en moins de mielés, les changements climatiques. Tout cela permet le développement plus facile
de la loque américaine. C'est une bactérie qui, dans des conditions qui ne lui sont pas favorables, trouve une forme de survie qui est qui résiste très bien aux conditions externes et il est très difficile de les supprimer quand cette maladie pénètre dans la ruche, quand elle est présente sur les abeilles, sur les rayons. Même les familles très fortes y sont touchées. Et quand ces familles fortes se rendent dans les ruches, pardon, des familles, des colonies plus faibles, si elles attrapent, si elles trouvent, si elles sont contaminées par cette loque américaine, ça ressemble tout à fait à la nosémose. Les abeilles se rendent dans d'autres ruches et elles arrivent à transmettre la loque américaine. Voilà, nos abeilles ont faim et cela cause beaucoup de problèmes. Et ce que vous voyez, c'est du classique. On voit très bien que certaines cellules sont bizarres, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est les flèches rouges. Et les flèches vertes, c'est des cellules qui, on dirait, qui n'ont rien, qui sont saines. Mais dans ces cellules-là, on trouvait des larves mortes. La loque américaine, ces symptômes ne correspondent pas toujours à ce qu'on retrouve dans les dictionnaires des maladies. Parfois, les symptômes sont invisibles. Ici, il y a encore plus d'exemples. Et bien sûr, la loque américaine, c'est une maladie estivale. La plupart des apiculteurs savent que cette loque, ces symptômes sont des traces des larves. Ce n'est plus la larve, mais c'est des fils qui suivent l'allumette, qui pendent de cette allumette. Et pour revenir au couvain par lequel j'ai commencé, parfois en hiver, nous avons une dizaine de degrés Celsius. Et dans ce cas-là, les reines vont pondre. Et s'il y a du couvain et que cette colonie fait état des spores de la loque, vous voyez ce qui arrive en janvier. On voit très souvent depuis quelques années de la loque américaine en janvier et en hiver. Il faut bien sûr notifier ces cas. Nous ne pouvons pas endommager ces colonies et nous ne pouvons combattre cette loque que lorsque les conditions le permettent. Mais je crois que l'on voit sur cette photo que le contenu de certaines cellules est noir, des petits éléments noirs qui se trouvent au fond de la cellule. C'est des larves qui sont mortes. Certains opercules semblent humides. Tout cela n'a pas l'air correct. C'est du couvain de janvier et de la loque en janvier. Nous pouvons également nous attendre à voir la paralysie chronique de plus en plus souvent. Il s'agit d'une maladie qui est due aux conditions environnementales défavorables. Si de nombreux virus sont présents toujours dans la nature, nous avons par exemple la paralysie chronique qui est endémique dans notre région. Et rien n'arrive si la météo est bonne. Mais si tout d'un coup nous avons des averses, du froid, de la sécheresse, des précipitations prolongées, dans ce cas-là, les abeilles doivent rester dans la ruche. Et si elles sont trop nombreuses dans la ruche, trop longtemps, elles se marchent dessus, il y en a trop, ils cassent les poils sur leur corps et cela entraîne de petites blessures par lesquelles le virus entre. Ces blessures sont la porte d'entrée du virus qui commence à se multiplier et nous en voyons les symptômes comme sur cette photo.
les petits éléments, les petites abeilles noires qui volent encore, mais qui, après un certain temps, ne pourront plus voler. Je crois que l'on peut voir, je croyais que j'avais une photo, les mouvements des ailes. Ici, vous voyez une abeille atteinte de la paralysie chronique. Ah, on peut mettre la vidéo. Et regardez un peu comment elle bouge. Si vous avez jamais vu une abeille dans une ruche, vous savez bien que ce n'est pas un comportement normal. Ce n'est pas encore le pilleur noir, ce n'est pas encore la maladie complètement développée, mais cette abeille ne peut plus travailler et elle sème le virus autour d'elle. Ici, nous voyons cette forme de pilleur noir, celui qui ne peut plus voler, qui a des mouvements d'ailes anormales. Cette abeille ne pourra plus voler et ces abeilles malheureusement sont condamnées à mourir. Une autre maladie qui résulte de mauvaises conditions atmosphériques lorsque les abeilles restent trop longtemps dans la ruche, c'est la maladie du couvain saxiforme. Les larves se transforment en une espèce de sac rempli de liquide. Et c'est le cas où le virus est présent dans la colonie et que les abeilles qui sont porteuses de ce virus peuvent sortir dehors et rien n'arrive. Ces butineuses n'ont pas de contact avec le couvain, donc le virus qu'elles ont dans leurs glandes ne sera pas transmis avec la gelée royale. Cependant, si la météo est mauvaise, on sait bien que les abeilles sont très travailleuses, elles n'aiment pas rester sans rien faire, et s'ils sont forcés à rester dans la ruche, elles essaieront de nourrir le couvain. Et dans ce cas-là, le couvain présentera des formes comme celle-ci, comme vous le voyez sur la photo. Les larves qui sont mortes, qui se sont desséchées dans les cellules, elles ressemblent à des petits bateaux. Leur tête et les extrémités sont un peu enroulées vers le haut. Il est très facile de les extraire de la cellule. Et si les conditions atmosphériques sont mauvaises, et par exemple au printemps il fait froid pendant longtemps, nous pouvons voir apparaître la ascophérose. La plupart d'apiculteurs connaissent également cette maladie. Cette maladie apparaît lorsque le couvain, disons, a froid, on ne prend pas bien soin de lui, il a faim. Et dans ce cas-là, on voit des momies de ce type que vous voyez sur la photo, du couvain momifié que l'on peut ramasser par poignée s'il s'agit d'une maladie qui s'est bien développée. Excusez-moi. Parler des maladies n'est pas bon pour moi, pour ma gorge apparemment. Ici, nous avons une poignée de momies, des larves. Une autre maladie qui est la conséquence d'une météo trop froide et les abeilles ne peuvent pas bien alimenter le couvain, c'est la loque européenne. La loque européenne n'est pas aussi dangereuse que la loque américaine. Elle a des symptômes très caractéristiques. C'est surtout le couvain non operculé qui sera malade. Il montre la tête, le dos. Il n'a pas une apparence toute belle, fine. Je crois que c'est la fin de ma présentation. Ma gorge me dit également que je dois achever ma présentation. Merci de votre attention.